Bonjour à tous et bienvenue sur Week Echo. Elle ne fait pas l'unanimité au sein du monde enseignant. L'évaluation des enseignants du secondaire organisée par le gouvernement n'a pas vraiment prospéré. Entre boycott et nécessité d'évaluer les compétences pédagogiques des enseignants, la problématique reste entière et les positions tranchées. Mais peut-on ou doit-on évaluer les enseignants pour améliorer la qualité de l'enseignement? On en débat dans le décryptage. La Chine et le Bénin, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années et qui se renforce de plus en plus avec la volonté du Bénin de tirer profit de l'expérience de ce géant de l'Asie de l'Est en matière de développement et surtout de réduction de la pauvreté. Mais comment la Chine peut-elle véritablement aider les pouvoirs publics à améliorer les conditions de vie des Béninois? Question au menu du dossier de la semaine. Week Echo prend son envol, le troisième de l'année 2019 et l'acte 1, c'est le mini-journal, une présentation de Nadège Sani qui nous revient toute pétillante. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. Rares sont les Béninois qui vont se servir dans les stations-service pour s'approvisionner en carburant. Le coût reste l'un des facteurs déterminants du choix du carburant, de l'informel ou du formel. Quels avantages éprouve-t-on donc à s'approvisionner en carburant à la pompe ou aux abords des voies publiques? Ce reportage est signé Bernold Djogbe, Patrick Adjagoudjou. 350 francs CFA contre 475 francs CFA. C'est respectivement le prix de l'essence frelatée, dite paillot, aux abords des voies et le prix à la pompe. Ici, à Maro Militaire, au niveau de cette station-service, le choix serait fonction de la qualité du produit. Si nous prenons le volet essence, prendre de l'essence à la station, déjà, c'est avoir de l'essence de qualité et respecter l'indice d'octane en matière de carburant. On vient nous approvisionner ici parce qu'on estime que le carburant qu'on prend ici est de bonne qualité, qui donne aussi une longue vie au moteur. Ça évite d'avoir beaucoup de pannes. Des pannes dues à l'utilisation de l'essence frelatée, dite paillot. Des motocyclistes en payent souvent les frais. Les mécaniciens sont unanimes sur le fait. L'essence de contrebande réduirait la durée de vie des moteurs. On a dit l'essence à l'étoile, et on le déchet. Et on le déchet. Bon, sinon, support. Mais station du côté, et on a avantage. Quelqu'un a deux problèmes. Quelqu'un a le gandhi quand même. Quelqu'un a le gandhi. Et pourtant, l'essence paillot, c'est le choix de la plupart des Béninois. Si aujourd'hui, l'État décide de diminuer le prix des carburants au niveau de la station, et il y a une différence par rapport à ceux des frélatés, nous sommes obligés de courir vers là où c'est moins cher. Même si c'est une différence de 25 francs, je préfère aller là où c'est moins cher. Donc, compte tenu de moyens, surtout les conducteurs de ZEM, ça, on cherche ce qui est abordable. C'est tout le monde. On cherche ce qui est abordable quand même. Le prix de l'essence à la pompe est établi en fonction des fluctuations du dollar et du prix du baril de pétrole à l'international. Entre station-service et essence dite paillot, difficile de se prononcer sur la qualité. Seul le consommateur est maître de son choix. Le marché d'Antokpa, le plus grand marché du Bénin, connaît une baisse de chiffre d'affaires après les fêtes. Les commerçants se plaignent de la mévente qui règne dans ce lieu commercial. Notre équipe de rédaction est allée faire le constat. C'est au micro de Bernold Djogbe, Lazamigan. Marché d'Antokpa, 2 semaines après les fêtes de fin d'année, l'ambiance est plutôt morose. Les activités reprennent timidement leur cours. Je suis venu au marché faire un peu d'emplette, mais je constate que le marché est tellement fade, il n'y a rien. Après les fêtes, rien ne marche, tout est calme. On prie que les activités puissent marcher et qu'ils puissent faire un tour pour pouvoir s'approvisionner. Avant la fête, au fait, comme d'habitude, il y a beaucoup de mouvements. Mais après la fête, ça s'est baissé un tout petit peu. C'est les vivres que les gens viennent acheter actuellement maintenant, les vivres.
Bon, parce qu'avant la fête, ils ont déjà acheté des choses pour pouvoir revendre. Mais actuellement, maintenant, c'est les vivres qui viennent acheter. Les lieux de vente sont dépourvus de clients. Les visages crispés, c'est la désolation totale. Cette année, on n'a pas vendu. On ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'à Tokpa avant, on vendait. Maintenant, c'est le contraire. Regardez vous-même la fluidité de la circulation dans ce marché. Pas d'affluence, les rues sont presque désertes. Avant là, même après les fêtes là, on vendait bien. On vendait bien, oui. Surtout dans le mois de janvier là, on vendait bien avant. Cette année là, vraiment, même depuis l'année passée, ça a commencé depuis l'année passée. Après les fêtes là, c'est fini, tout est devenu calme. Les clients viennent à compte-gouttes. Donc on est là, on les attend. On ne comprend pas les raisons de cette mévente. Les commerçants ne vendent pas. La voie qui mène vers le marché est dégradée. Il faut qu'ils nous aident à l'aménager. Les étrangers viennent aussi visiter le marché, ce qui ne nous honore pas. S'il est vrai que les activités semblent tourner au ralenti en ce mois de janvier, les commerçantes et commerçants espèrent toujours le retour des clients. Comment surmonter les barrières physiques, sociales et juridiques limitant l'inclusion sociale des personnes en déficience visuelle et auditive? C'est la raison de la tenue d'un atelier sur l'épanouissement socio-économique des personnes privées de la vue et de l'ouïe. Brice Chikbozo et Clotaire Wekoum pour les détails. La pleine participation des personnes handicapées à la vie socio-économique et politique a décliné en action, chronogramme à l'appui, c'est l'objectif de ce conclave entre acteurs de la déficience sensorielle de l'Afrique de l'Ouest francophone. Les conditions de vie et d'emploi, l'épanouissement des personnes handicapées restent les préoccupations des associations et organismes des personnes en déficience visuelle et auditive des pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Nous nous retrouvons ici à Cotonou, une fois encore, pour la troisième fois, pour pouvoir définir les activités stratégiques à mettre en œuvre pour les 3 prochaines années en vue de l'intégration socio-professionnelle et éducative des personnes en situation du handicap visuel et auditif. Les lois que nous adoptons et la Convention relative aux droits des personnes handicapées notamment prévoient un certain nombre de mesures. On dit une mission, un norme, un moyen. Donc on ne peut pas recruter une personne handicapée ou bien la crainte de l'État, c'est surtout recruter la personne et qu'elle soit incompétente. Mais cette crainte, je crois qu'elle va très vite dissiper si l'État lui apporte les aménagements raisonnables que prévoit cette convention-là. C'est-à-dire, pour recruter une personne handicapée de la vue, à un poste, les aménagements raisonnables qu'exige ce poste-là, il faut lui apporter cet aménagement et je crois qu'il pourra être compétent à son poste. Donc, nous invitons l'État à pouvoir faire confiance à la compétence de ces personnes qui ont suivi le cursus et à pouvoir œuvrer inlassablement. Je sais et j'affirme que l'État est en train de faire des efforts en ce sens, mais nous invitons une fois encore l'État à pouvoir accélérer le processus pour que ces personnes soient socialement intégrées au grand bonheur de nous tous. Quels sont mes mots de cœur pour les personnes handicapées? Bon, d'abord qu'elles soient moins nombreuses, c'est-à-dire que le travail de prévention puisse s'effectuer le plus largement possible pour qu'on essaye d'éviter toutes les formes évitables de déficience visuelle. C'est déjà tout à fait central et important. Et ensuite, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a la compétence requise au Bénin pour pouvoir accompagner ces personnes. Il y a de plus en plus les outils qui sont requis également pour ça. Je pense qu'une attitude bienveillante des autorités permettra de conforter et de compléter ce dispositif pour permettre qu'à partir de là, les personnes puissent s'épanouir ici comme ailleurs, malgré leur déficience sensorielle. La justice sociale, l'égalité des droits humains et l'inclusion sociale des personnes privées des organes de la vue et de l'ouïe est à travers un plan triennal avec l'appui de la mutualité française Anjou-Mayenne. C'est la fin de ce mini-journal. Ne zappez surtout pas. Wikeko continue. Merci à vous, Nadège Sani. Après le mini-journal, c'est la revue de presse économique, une signature de Enoch Humpati.
Amis de la revue économique sur BB24, bien bonjour et merci de prendre une fois encore ce rendez-vous hebdomadaire. Les populations vulnérables du Bénin bientôt en joie. Et pour cause, le gouvernement du Bénin vient de conclure un accord de financement complémentaire pour la mise en œuvre de son projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain. Accord de financement de plus de 83 milliards de francs CFA pour le projet ARCHE, talon à la confiance des investisseurs, titre à sa une la nouvelle expression. Pour ce quotidien, cet emprunt bénéficie d'une garantie partielle de la Banque mondiale. Dans ces colonnes, le journal est revenu sur les propos du ministre de l'économie et des finances. Selon Romuald Wadaï, c'est un moment décisif pour une politique clé du gouvernement et la promesse de grandes avancées sociales. En 2019, il laisse entendre, je cite, « Nous démontrons encore que le Bénin est capable d'attirer des investisseurs étrangers de premier plan. » Également sur des projets sociaux prioritaires, a indiqué l'Argentine nationale. Et au journal de conclure que le gouvernement Talon est décidé à repousser les frontières de la pauvreté en misant fortement sur le social cette année. Fraternité et le matinal confirment l'information en publiant l'intégralité du communiqué de presse rendu public. Pour le matinal, le projet ARCHE a de beaux jours devant lui. D'un accord à un autre et toujours au chapitre du social, les députés ont ratifié un accord de prêt concernant les logements sociaux qui seront construits à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Logements sociaux au Bénin, 20 milliards de francs CFA d'accord de prêt avec la BOAD et plus de 16 milliards pour lutter contre l'érosion côtière à Cotonou, nous apprend l'économiste. Ratification d'un accord de prêt de 10 milliards avec la BOAD. Les députés optent pour le financement de 944 logements sociaux à Ouedo, écrit Fraternité. Pour ce quotidien, la réalisation de ces 944 logements sociaux contribuera notamment à l'assainissement du secteur immobilier au Bénin, à la réalisation des objectifs de développement durable ODD et à la création de 736 emplois directs. Les détails et les chiffres exacts de cette information, c'est à lire dans La Nation. Ce journal du service public nous apprend d'ailleurs qu'il s'agit de 2 accords de prêt d'un montant de 36,5 milliards de francs CFA au profit des travaux de protection de la côte à l'est de Cotonou et du projet de viabilisation du site de construction des 944 logements sociaux. Selon le quotidien, ces logements sont destinés à 7300 personnes. Restons toujours dans la commune d'Abomey-Calavi où Fraternité titre sur l'apparition de sa une, litige domanial à Abomey-Calavi, des mesures conservatoires pour sauver 3000 potentiels sans-abri. À en croire le journal, c'est une décision du Conseil des ministres dans le dossier du conflit domanial qui oppose des acquéreurs de parcelles à la collectivité Marcos, présumée propriétaire du foncier en litige. L'intégralité de ce compte rendu du Conseil des ministres est à lire dans les colonnes de ce quotidien. Parlons à présent développement agropastoral. Dans sa livraison de cette semaine, l'économiste nous apprend que la maison du paysan du docteur Michel Babadjide est un modèle au Bénin. À en croire ce journal, cette maison est aujourd'hui un exemple palpable pour montrer à la population béninoise et surtout à la jeunesse que leur pays dispose de tous les moyens pour son développement économique. Gestion de la campagne de transhumance 2018-2019, Fraternité nous apprend que l'armée est autorisée à renforcer la police républicaine. Pour ce quotidien de Ménotin, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour contrer les affrontements violents observés entre éleveurs et agriculteurs. La même information est à lire également dans le quotidien L'Économiste qui placarde à sa une transhumance 2018-2019 au Bénin. Des mesures préventives pour réduire les dégâts. Fin de cette revue de presse économique sur BB24. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain. Merci à vous, Enoch Ronkwati. Sans plus tarder, le décryptage. Dès le début de l'année scolaire 2018-2019, le gouvernement a exprimé son désir de relever la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements publics de l'enseignement maternel et primaire à l'enseignement secondaire. Une évaluation
diagnostic a été organisé pour faire l'état des lieux et déterminer les véritables besoins de formation. Mais ces évaluations ne reçoivent pas l'assentiment du corps enseignant. Pourquoi cela? Deux confrères vont nous aider à mieux comprendre la position des uns et des autres. Moïse Dosoumou, journaliste au quotidien Fraternité. Bonjour Moïse. Bonjour Libaïus. Vous allez bien? Très bien. À côté de vous, Josué Mewenou, Josué, journaliste au quotidien La Nation. Bonjour Josué. Bonjour Libaïus, bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui nous suivent. Alors Josué, comment vous appréciez le boycott de l'évaluation diagnostique récemment par les enseignants? Je pense que c'était plus ou moins un boycott prévisible au regard de la situation qui a prévalu en amont de cette évaluation-là des enseignants, qu'il s'agisse de ceux de la maternelle et du primaire et puis après de ceux du secondaire, parce que sur toute la période, on a observé quand même qu'il y avait une tension apparente de part et d'autre. D'une part, les enseignants qui ne voulaient pas vraiment pas qui ne voulaient pas de l'évaluation, mais qui ne voulaient pas de l'évaluation sous cette forme-là. Et puis de l'autre côté, il y avait le gouvernement qui, me semble-t-il, était dans une, je ne dirais pas logique jusqu'au boutiste, mais était quand même déterminé, quelles que soient les récriminations des enseignants, à porter cette réforme-là jusqu'à son terme et à faire de l'évaluation une réalité. Donc, au regard de cette tension-là, c'était prévisible que les enseignants allaient réagir d'une certaine manière lorsqu'ils se retrouveraient au pied du mur. Et c'est ce qui s'est passé avec cette évaluation-là, avec un boycott plus ou moins massif qu'on a noté sur l'ensemble du territoire national. Et donc, je disais que c'était une situation prévisible au regard de la tension qu'il y a eu, parce qu'à un moment donné, on a eu comme l'impression que les deux interlocuteurs en face se parlaient mais ne s'écoutaient pas. Tout à fait. Ce que disait le gouvernement n'était pas vraiment accepté par les enseignants, et dans le même temps, ce que disaient les enseignants n'était pas entendu par les gouvernements. Cela ne peut-il pas se comprendre, vu que, selon les enseignants, les arguments d'ailleurs qu'ils ont donnés, c'est que cela n'était pas prévu par le statut du corps. Est-ce que c'est normal que le gouvernement décide comme ça d'évaluer des gens alors que ce n'est pas prévu par les tests? Non, je pense que décider d'évaluer les enseignants, on ne peut pas mal apprécier cette décision du gouvernement, dans la mesure où aujourd'hui, lorsque vous suivez un peu les prestations du corps enseignant, cela laisse un peu à désirer. C'est vrai qu'il y en a qui s'acquittent avec toute la conscience professionnelle requise de leurs obligations et de leurs tâches. Il y en a qui continuent de dispenser le savoir avec passion, avec abnégation, mais dans le même temps, vous en avez qui sont totalement dans l'approximation, mais d'autres qui ont peut-être leur place partout ailleurs, sauf dans l'enseignement également. Donc, l'un dans l'autre, vous constatez qu'il y a beaucoup de choses à rectifier au niveau du système éducatif en ce qui concerne les enseignants. Et cela va de soi parce qu'à un moment donné, vous savez, on a fait du corps enseignant un foutu. On a déversé dedans des gens qui ne devraient jamais arpenter le chemin de l'école. Et donc, cela a fait que dans le système, il y a beaucoup d'acteurs qui ne répondent pas. Et c'est vrai également qu'il existe des modes d'évaluation classiques des enseignants. On va y arriver. Enfin, je le dis pour répondre à votre préoccupation. Si le gouvernement pouvait décider comme ça d'évaluer les enseignants, je pense qu'à un moment donné, cette forme d'évaluation-là s'est imposée au gouvernement parce que justement, il y avait beaucoup de choses à corriger et à rectifier dans le système éducatif du pays. Alors Moïse, beaucoup de choses à corriger dans le système éducatif et pourtant, près de 90% selon les journaux, de travailleurs, d'enseignants ont boycotté cette évaluation. Pour certains, aucun test de la fonction publique ne prévoit une telle évaluation. Donc je pense qu'il faut d'abord aller étape par étape. Nous savons tous que notre école est malade, nous le savons. Et nous nous plaignons tous de la baisse drastique du niveau des apprenants. Et même nous autres, quand nous étions sur les bancs au secondaire, on avait l'impression que certains de nos enseignants, au vu de leur performance, n'étaient pas à leur place là. Nous le disions souvent. Et on dit également que l'élève ou bien l'étudiant est souvent l'image de son maître ou de son professeur. Oui, c'est ça. Si le maître ou le professeur est bon, l'élève le sera forcément. Parce que le professeur ou le maître a la pédagogie appropriée pour faire passer son message. S'il ne réussit pas, c'est que forcément il a des carences à son niveau. Ce n'est pas nécessairement les élèves qui sont carents. De l'autre côté, il y a des enseignants qui se plaignent à ne donner que des notes minables à tout bout de champ.
Mais au fond, c'est parce qu'eux-mêmes sont minables qu'ils se placent dans être minables. Si l'enseignant est bon, et s'il rend bien, l'élève va forcément rendre bien, il va donner de bonnes notes. Quand on finit de dire ça, et qu'on sait que notre système éducatif est malade et qu'il faut corriger beaucoup de choses, il faut trouver la bonne formule pour faire les corrections appropriées. Les enseignants ont une large part dans ce qui se passe actuellement. Pour corriger, il faut trouver les bonnes méthodes, passer par les bons moyens. Justement, vous avez signé une chronique dans votre journal, vous disiez que ce qui gêne, c'est la méthode. Justement, et les enseignants le martèlent. Ce n'est pas parce que la fonction publique, ça c'est l'argument du gouvernement, a prévu ce type d'évaluation qu'il faut forcément faire ce type d'évaluation pour les enseignants. La fonction publique, c'est un faux-tout. C'est l'ensemble des fonctionnaires en général. L'évaluation pour une secrétaire de direction, pour un médecin, n'est pas la même type d'évaluation pour un enseignant. Il faut trouver la bonne formule qui permet de détecter vraiment les failles des enseignants qu'on veut corriger. Ce qui est proposé là, ça a forcément ses avantages et ses inconvénients. Mais il me semble, quand on analyse bien, que ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Lesquels? Analyser vraiment pour pouvoir détecter les failles d'un enseignant, ce n'est pas le faisant en soi pour une matière de culture générale, matière de spécialité, l'envoi et l'oral. Ce n'est pas de cette manière, à mon avis, bien que n'étant pas un technicien du domaine, qu'on peut détecter ces failles. Mais selon vous, il faut le faire. Il y a qu'on peut le mettre en situation de classe. Mais là encore, il y a un gros inconvénient. C'est que l'enseignant peut se préparer avant de venir, faire en sorte que ses élèves carents ne puissent pas intervenir. Comme d'ailleurs quand les enseignants ce qui se fait quand on était encore... Mais il y a également un moyen de contournement. On peut venir par surprise. C'est vrai que quand on le fait par surprise, d'autres enseignants voyant cela peuvent mieux se préparer et la surprise n'aura plus son effet. N'empêche, j'estime qu'il y a plusieurs moyens qu'on peut détecter selon les cas, selon les matières, selon les spécificités. Encore qu'un enseignant de français, j'estime qu'on ne peut pas l'évaluer de la même manière qu'un enseignant de mathématiques. Il faut pouvoir faire la part des choses et faire le bon diagnostic. Parce que si on rate ce coach-là, on aura beau évaluer, même si les enseignants venaient à se plier, je ne suis pas convaincu qu'on ait les résultats. L'autre chose également, les enseignants qui sont prêtés à ce genre d'évaluation, quand vous les questionnerez, les épreuves qu'on leur propose, moi j'ai eu par exemple à avoir 2 épreuves, je me suis dit, mais si on les évalue comme ça avec des épreuves du genre, on va détecter aucune faille. Il n'y a rien à faire. Quand on demande à un enseignant, par exemple, dans une matière de spécialité en géographie, de donner l'apport du coton au niveau de l'économie nationale. Je ne suis pas sûr qu'un enseignant qui a sa maîtrise en géographie, même s'il suit l'actualité, même s'il a une bonne culture générale, puisse répondre favorablement, bien donner tous les rudiments nécessaires à cette question. Je suis convaincu qu'au niveau des épreuves, pour les 2 que j'ai eu à voir, ne leur permettront pas nécessairement de trouver les bonnes réponses aux questions. Alors Josué, Moïse est en train de condamner le mode d'évaluation. On ne peut pas évaluer un enseignant sur table, il faut l'évaluer en conditions de classe. Vous êtes d'avis? On pourrait, donc c'est vrai, à première vue, oui, on devrait être d'avis parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure option de faire asseoir l'enseignant en situation de salle et de le faire composer. Mais comme il le dit, comme Moïse le dit si bien, les exemples qu'il a donnés relèvent en fait du système classique d'évaluation, où le conseiller pédagogique ou l'inspecteur vient évaluer l'enseignant par rapport aux prestations qu'il donne en face de ses élèves, et sur cette base-là, fait un rapport, et sur la base de ce rapport-là, on voit un peu qu'est-ce qu'on doit renforcer au niveau de cet enseignant ou à quel niveau il a besoin d'être compensé. Mais ce système a fini par révéler ses limites parce que justement, l'enseignant se prépare en conséquence, ou quelqu'un forcément le file la mèche, même quand ça doit être pas surprise, quelqu'un le file forcément la mèche. Et vous savez, quand nous-mêmes nous étions à l'école, comment cela se passe? On essaye de donner souvent la parole à ceux qui réagissent le mieux, ou on essaye de ranger peut-être au fond de la salle les carents pour la circonstance. Donc il y a une gymnastique qui se fait, et cela peut se comprendre aujourd'hui parce qu'on se dit, tant que ces acrobaties-là se font au moment des évaluations, cela ne permettra jamais de savoir véritablement quel est le niveau réel de l'enseignant et comment est-ce que, quelles sont les failles de cet enseignant-là. Mais en même temps, il se pose une question qui est fondamentale à mon avis. Si l'État doit se permettre d'organiser ces genres d'évaluation, que deviennent alors ces inspecteurs et ces conseillers pédagogiques? Ils sont payés par le contribuable béninois. Non, je pense que cette mesure, me semble-t-il, est une mesure ponctuelle pour tout au moins à l'étape actuelle identifier, puisque les enseignants ne cessent de réclamer les formations, les recyclages et autres qui n'ont plus depuis un bon moment. Donc, pour pouvoir le faire, il faut tout au moins, parce que je partage totalement l'exemple que donnait Moïse. Mais s'il faut les évaluer. Il faut pouvoir déterminer
sur quoi on a besoin de renforcer un enseignant avant Mais de on est l'envoyer en d'accord formation. qu'un enseignant à Cotonou ne peut pas être évalué de la même façon qu'un enseignant qui est, je ne sais pas, à Tchoumi. Non, tous les enseignants pour moi doivent être évalués de la même manière parce que l'enseignant qui dispense le savoir aujourd'hui à Cotonou peut l'année prochaine être, comme vous le dites si bien, envoyé à Tchoumi pour le même exercice. Donc pour moi, tous les enseignants, s'il faut les évaluer, doivent être évalués de la même manière. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'ont pas les mêmes profils et ils ne sont pas venus dans le métier de la même façon. Oui. Mais si on doit tenir compte de toutes ces spécificités-là, on risque de créer une situation que l'État même ne pourrait pas contrôler. Pour revenir à la question de départ, qui est de savoir est-ce que cette manière d'évaluer les enseignants était la meilleure. Je pense d'une certaine manière que c'est la manière qui s'est imposée au gouvernement. Si les systèmes classiques d'évaluation ont révélé leurs limites et qu'il faille trouver nécessairement le mécanisme ou les moyens de pouvoir faire évaluer les enseignants ou trouver quand même les insuffisances des enseignants actuellement, il faut trouver un mécanisme. Je pense que c'est le mécanisme qui a été trouvé par le gouvernement. L'idéal aurait été que les enseignants consentent le sacrifice, acceptent d'aller à cette évaluation-là et après, et enseignants, et organisateurs, et gouvernement, tout le monde s'assoit pour faire le point, pour faire le bilan, pour voir si cette méthode-là était la meilleure. Ou s'il faut repartir aux anciennes méthodes, ou s'il faut renforcer ce qui se fait traditionnellement. Donc, pour moi, il y a eu cette sorte d'humilité-là, ou ce pragmatisme-là qui a manqué à un moment donné au niveau des enseignants. Mais dans le même temps, il ne faut pas perdre de vue que la communication a totalement fait défaut sur toute la ligne. Le message du gouvernement ne semblait pas suffisamment clair. Mais le ministre est passé sur des écrans de télévision. Oui, mais cela n'a fait qu'envenimer la situation, en fait, ces interventions-là. Parce que j'estime que c'est des occasions qui avaient été données au ministre, par exemple, pour apaiser les enseignants, pour les calmer, pour les rassurer surtout, et leur expliquer le bien fondé de ce qui va se faire. Mais le temps est resté menaçant, j'ai l'impression, sur toute la ligne, et cela n'a pas rassuré les enseignants qui se sont dit. Parce que vous rencontrez des enseignants qui vous disent cette évaluation-là, la finalité, c'est de sortir certains d'entre nous de la profession. On dit même que certains ministres, à l'occasion d'intervention, auraient même dit que les carents, ceux qui vont se révéler carents au thème de l'exercice, on ne pourra pas les maintenir dans le système. Donc il y a eu cette sorte de méfiance qui s'est accentuée au fil des interventions des autorités, notamment des ministres, et qui n'ont pas pu rassurer les enseignants à adhérer comme cela se doit à cette évaluation. Alors Moïse, le ministre, est vrai qu'il a dit qu'à l'issue de cette évaluation, il n'y aurait pas de résultat ni de délibération. Josué l'évoquait tout à l'heure, il y a cette épée de Damoclès qui pèse quand même sur la tête des enseignants, à savoir la radiation, au cas où ils auraient trop d'insuffisance. Je pense que le gouvernement, à travers le ministre de l'enseignement secondaire, n'a pas vraiment anticipé. Parce que celui de l'enseignement maternel et primaire a fait le même exercice il y a quelques mois. Il a connu un échec. Il aurait fallu tenir leçon de ça pour éviter que ça se répète. Mais j'ai comme l'impression que les mêmes erreurs se sont répétées et on a eu les mêmes résultats. À mon avis, ce n'est pas parce que l'État est employeur qu'il peut décider comme il lui plaît. Il y a des normes dans la profession, il y a des tests. Il y a certes le statut général de la fonction publique, mais il y a aussi les statuts particuliers. Et il me semble qu'on veut suivre toute logique, en toute démocratie, quand on parle d'état de droit, c'est le respect des tests. Qu'est-ce que les tests, qu'ils soient de généraux ou bien qu'ils soient particuliers, disent quand il faut évaluer les enseignants? Il me semble que c'est là qu'il faut aller, voir ce que prévoient les tests et trouver la formule la mieux appropriée tout en respectant les tests. Mais lorsqu'on tente de s'écarter de ça, on voit que ce genre de situation. N'oubliez pas que les enseignants dont on parle n'ont plus le droit de grève qui leur permettait de revendiquer, d'obtenir gain de cause. Privés de ce droit, ils vont s'accrocher à autre chose qui leur permet de résister face à l'employeur et c'est la méthode qu'ils ont trouvée. Et si en temps, il n'y avait pas de failles dans ce que propose l'État qui est l'employeur, je ne suis pas convaincu que les enseignants tiendraient tête autant. Il me semble maintenant qu'il faut remettre la balle à terre. Les examens approchent à grands pas. Oui, tout à fait. Si on continue de forcer comme on le fait, les résultats ne seront pas ce qu'on espère. Parce que les enseignants auront la tête à l'évaluation, aux craintes découlant de l'évaluation. Mais là, déjà, il y a des demandes d'explication. Mais ça, c'est beaucoup plus pour le personnel administratif. Il faut nuancer. Ceux qui sont directeurs censés sur généraux sont les représentants de l'État dans les collèges. Ceux-là ne peuvent que se plier à la décision. Ils sont différents des enseignants tout court qui ne viennent que dispenser les cours. Quand il y a les représentants de l'État font preuve de rébellion, ce n'est pas évident que ceux qui doivent suivre, s'inspirer de leur exemple, fassent la même chose. Donc c'est normal qu'il y ait cette demande-là pour les administratifs. Mais les enseignants, tout court, ce qu'ils réclament, c'est que les tests soient respectés. Et pour calmer le jeu, il faut aller vers les tests
trouver les formules les plus appropriées, et puis maintenant aller carrément. Quand le gouvernement respecte bien les tests, les enseignants n'auront plus de raison de se rebeller et tout se passera pour le mieux. Alors Josué, quand le gouvernement va respecter les textes en 1 minute? Non, effectivement, non. C'est vrai que la question va aujourd'hui au-delà du respect des tests. On peut, dans la méthode avec laquelle cette évaluation a été conduite, on peut faire des reproches à la méthode du gouvernement. Mais pour moi, le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est qu'il faille au finish trouver un mécanisme qui concilie et enseignants et employeurs des enseignants pour que l'école, parce que c'est l'école béninoise qui perd dans tout ce que nous disons, dans ce bazar, dans tout ce discours qui se mène autour de qui accepte de faire l'évaluation, qui n'accepte pas. Parce que dans le même temps, n'oublions pas qu'il y a quand même des enseignants qui se sont pliés à ces évaluations-là. Voyez-vous un peu. Donc pour moi, le plus important, c'est de trouver la manière de sauvegarder l'intérêt supérieur de l'école. Alors j'ai une dernière question. À cette allure, est-ce que les enseignants du supérieur peuvent également craindre une évaluation? Non, je pense qu'on ne va pas déclencher des évaluations à tout bout de champ pour tous les enseignants. Ça risque de devenir la pagaille. Mais il faut observer que à chaque niveau, au primaire, au secondaire, et donc ça évolue. Oui, on peut évaluer les enseignants du supérieur. Si on décide de les évaluer, cela ne poserait pas problème de mon point de vue. Mais le plus important, comme Moïse le disait tout à l'heure, c'est de pouvoir tirer peut-être leçon de ce qui a été fait au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Et si on arrive à leur niveau, trouver la bonne méthode pour que tout puisse bien se passer. Moïse, le supérieur, ça peut arriver, mais ce sont des enseignants de rang magistral qui sont jaloux de leur grade, de leur niveau. Je ne suis pas sûr qu'on puisse leur appliquer la même méthode, si tant est qu'on décide de les évaluer aussi. Merci beaucoup à vous, chers confrères. Moïse Ousmou, journaliste au quotidien Fraternité, et Josué Mewenou, journaliste au quotidien La Nation. Merci pour votre présence et votre éclairage. À présent, le dossier de la semaine. Le Bénin et la Chine, c'est une histoire d'amour qui se renforce. Ce géant de l'Asie de l'Est de plus de 1,4 milliard d'habitants a connu le processus de réduction de la pauvreté le plus spectaculaire ces 30 dernières années, avec 10 millions de personnes sorties chaque année de la pauvreté depuis 2012. Comment le Bénin peut-il exploiter ce résultat? On en parle dans quelques minutes, juste après cet élément. La coopération entre l'Empire du Milieu et le Bénin prend une nouvelle allure. Elle vient de se renforcer avec la province de Yunnan au travers de ce forum économique. Des investisseurs chinois venus explorer les opportunités que le Bénin leur offre. Le Bénin et la Chine sont engagés dans une coopération économique et bilatérale, notamment en créant des partenariats entre des entreprises chinoises et des entreprises béninoises pour développer l'investissement chinois dans notre pays. La province de Yunnan, en effet, est une région de plus de 46 millions d'habitants où l'activité agricole est très forte et très diversifiée. L'agriculture contribue à hauteur de 50% du PIB de la province avec une valeur à l'exportation de plus de 2 890 milliards de francs CFA. Il s'agit donc, à travers ce forum, de faire la promotion du Bénin comme destination pour l'investissement. Nous avons ciblé une province qui peut nous aider dans beaucoup de domaines à avancer. Dans le domaine économique, à nouer des partenariats avec nos entreprises et également à trouver des débouchés, des distributeurs dans leur pays. Les Chinois sont intéressés pour investir dans l'agriculture, mettre en place avec nos entreprises un certain nombre de collaborations qui va permettre en fait de développer la production au niveau local et la distribution de nos produits sur les marchés asiatiques. Des opportunités qui ne seraient pas possibles sans la promotion des investissements et des services aux investisseurs, des exportations et des services aux exportateurs et un accompagnement des services d'information économique et commerciale. Dans le nouveau Code des investissements, nous avons prévu d'exonérer de droits de douane l'ensemble des équipements qui vont être importés dans notre pays pour pouvoir produire sur place. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de faire en sorte que la production locale puisse être transformée localement. Et pour qu'elle soit transformée localement, il faut construire des usines. En mettant en place ce dispositif,
nous incitons les entreprises étrangères intéressées par nos produits à transformer sur place plutôt que de faire sortir en fait les produits bruts. Si nous arrivons avec nos produits à avoir un marché en Chine au niveau de la distribution, je pense que les producteurs béninois peuvent rêver d'avoir de beaux jours devant eux. Une coopération prometteuse en perspective entre le Bénin et la province de Yunnan pour le bonheur des investisseurs chinois et béninois. Je le disais donc, le Bénin veut tirer profit de l'expérience de la Chine en matière de développement et surtout impulser un nouvel élan à la lutte des pouvoirs publics contre la pauvreté. Quel est le rôle de la coopération avec le Chine? Guillaume Moumouni, enseignant à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, mais mieux encore, président de l'association des Béninois formés en Chine, est avec nous ce matin. Il est également collaborateur à l'Institut Confucius. Bonjour, monsieur Moumouni. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, monsieur Moumouni, en quoi la Chine peut-elle ou bien est-elle une chance pour le Bénin? La Chine est une chance pour le Bénin sous plusieurs angles. Le premier angle, je pense qu'il est d'ordre historique, oui. Parce qu'il y a une quarantaine d'années, le revenu par habitant de la Chine était inférieur à celui du Bénin. Et si la Chine a pu, disons, connaître ce développement spectaculaire, a pu faire ce chemin, disons, se considérant toujours comme un pays en développement, même si d'autres indicateurs indiquent peut-être mieux que cela. C'est un élément, un facteur de ce que le Bénin peut également, disons, arriver à ce stade. Deuxièmement, c'est le comment, disons, de ce développement spectaculaire que la Chine a connu. Et qui peut servir, dont le Bénin peut s'inspirer. Je pense que cela n'aura pas été possible si une certaine base n'a pas été mise en place, parce que lorsqu'on parle de la Chine, disons, réformée, la Chine qui connaît une croissance à 2 chiffres sur une quarantaine d'années, on oublie souvent qu'il y avait une base qui a été mise en place, une base qui a été faite d'un certain nombre de sacrifices, tant au niveau des populations qu'au niveau de la classe politique dans son ensemble. Donc il y avait, après la fondation de la Chine nouvelle, une volonté politique d'un relèvement d'ensemble afin d'accroître de façon substantielle. Quels ont été les fondements de ce relèvement-là? Premièrement, c'est le compter sur soi. Le compter sur soi. Pendant la Révolution, nous avons repris cela comptant sur nos propres forces. Nous l'avons peut-être moins implémenté que la Chine. La Chine comptait véritablement sur ses propres forces. Et cela veut dire que tout ce qui était consommé, pratiquement, des moyens étaient trouvés, des mécanismes étaient trouvés pour que ce soit produit sur place. Okay. Donc déjà, depuis 1949, les bases, disons, d'un développement durable assis sur un minimum de d'industrialisation, parce que l'industrialisation n'a pas commencé en 1978 pendant la réforme. La Chine a, disons, mis en place des plans quinquennaux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été suivis, et suivant des objectifs précis, de façon à faire en sorte que de 49 à 78, on a pu voir une certaine évolution donc, de la force synthétique du pays, même s'il y avait des contraintes d'ordre international qui ont fait que la Chine ne pouvait pas aller trop loin et avait beaucoup à gérer ces contraintes. Mais sur le plan interne, ces bases ont été mises en place, y compris la mise à disposition des ressources extérieures, des ressources humaines extérieures. Si la Chine envoie à l'extérieur, c'est un peu comme une mission qui est assignée, n'est-ce pas, ces ressources, revenir et donc acquérir ce que nous n'avons pas. Et le pays se donne le devoir donc de mettre cette force de travail véritablement à contribution, parce que les ressources humaines formées à l'extérieur, c'est un capital humain important qui est reversé maintenant dans le circuit, n'est-ce pas, de transformation incrémentale, disons, dans le pays. Et ensuite, on ne peut pas l'oublier non plus, il y a le facteur de discipline.
hein, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, on nous dit c'est parce que c'est un pays qui ne connaît pas la démocratie pluraliste, et donc c'est plus facile de parler de discipline à ce niveau, mais je pense que même dans le contexte d'un pays démocratique pluraliste, la discipline n'est pas comme le nôtre. La discipline n'est pas exclue. Mais un pays ne peut pas se développer sans être discipliné. C'est difficile d'atteindre la discipline dans un pays comme le nôtre. Dans un pays comme le nôtre, il ne s'agit pas de répliquer l'expérience chinoise, par exemple, d'organisation partisane, d'organisation politique per se, mais dans le cadre de multipartisme, il suffit seulement que nous puissions appliquer la loi, qu'une rigueur, disons, importante soit apportée à l'application de la loi. Et vous savez, prenez le cas, mettons, de la présence au poste des fonctionnaires. Vous savez que maintenant, il y a, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a une certaine façon de faire qui est en train de naître. J'ai ouï dire qu'au niveau du ministère du Plan, qui avait reçu le ministre Koupaki, qui avait quand même instauré une certaine ponctualité, qui a été suivie par la suite. Il y a cette culture qui existait avant la rigueur que le président Talon a, disons, généralisée, ne serait-ce qu'à ce niveau, par rapport aux ressources de l'État. Est-ce que vous pensez qu'on peut gérer les ressources de l'État maintenant qu'on le faisait, mettons, il y a 15 ans, je ne dis pas 10 ans, forcément il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Non, il y a quelque chose qui se met en place et c'est déjà ça. Disons, le mécanisme, la machine qui doit être mise en branle. Quelque chose se met en place, mais est-ce que cela va pérenniser? Parce que là, vous nous parlez de compter sur soi, de la discipline, et on sait que les Béninois, ils sont quand même un peu têtus. Oui, et c'est à ça que je répondais en insistant sur l'importance de l'application de la loi. À partir du moment où la règle de droit existe, le Bénin, je pense que du point de vue des politiques publiques, du point de vue de l'arsenal juridique qu'il faut mettre en place pour mettre le pays en marche, on ne peut pas dire que véritablement il y ait insuffisance criade. Je pense que nous avons suffisamment de textes. Le vrai problème, c'est la mise en œuvre. Nous souffrons gravement, disons, de problèmes de mise en œuvre et de suivi, n'est-ce pas, des textes que nous-mêmes nous prenons. Donc, je ne suis pas preneur de l'avis qui voudrait que si la Chine a pu faire ce qu'elle a fait, disons, en disciplinant, en soumettant un minimum de sacrifices au niveau de la classe politique et au niveau des citoyens en général, et en faisant en sorte que tout le monde puisse voir dans la même direction au regard donc, de la vision qu'il faut pour que le pays puisse prospérer. Cela ne puisse pas être, disons, transplanté dans le cadre du Bénin. Je dis, je ne suis pas preneur, parce que même dans le cadre démocratique, cette vision n'est pas du tout exclue, parce que nous avons les tests pour aller dans ce sens. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il faille revenir à la morale, au civisme? Parce que dans un passé récent, ces matières ont quand même permis aux Béninois d'être droits. Oui, absolument. Je pense que je n'ai pas, si j'ai donné les éléments de réforme, c'est pour dire que un pays ne peut pas se relever sans réformer. Ça n'existe nulle part. Si on ne se lève pas, si on ne va pas de l'avant, c'est justement parce que ça ne va pas, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qui plombent l'aile, disons, de l'envol. Et cela suppose qu'au niveau du système éducatif, il y a une réforme également à faire. Je pense qu'il y a des efforts qui sont déjà faits au niveau du gouvernement. Je pense que ces efforts doivent être poursuivis, approfondis. Absolument. Disons, il faut revenir à l'enseignement civique, à la morale. Et même les cérémonies aux couleurs, disons, auxquelles nous nous étions, disons, habitués. C'est déjà un indicateur du respect pour la chose publique, du respect pour, disons, le symbole d'État. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez parier qu'un élève du primaire ou du secondaire puisse s'arrêter net lorsque le drapeau, c'est pas évident, parce que cette culture est en train de nous quitter, malheureusement. Donc il faut faire revenir ces choses. Moi, je pense que la révolution nous a laissé quand même pas mal de choses que
le système démocratique que nous avons mis en place à partir de 90 avait beaucoup de biens, de chances d'hériter, de reprendre, afin de le reverser dans le cadre démocratique. Ce n'est pas tout ce qui a été fait sous la Révolution qui était mauvais, mais on a tout fait, de jeter l'eau avec le bébé, et puis voilà où nous en sommes. Je pense qu'il faut revenir, disons, à la période pré-conférence nationale pour voir véritablement ce que les révolutionnaires ont mis en place, par exemple la capacité de mobilisation. Le pouvoir central n'avait pas forcément d'épée suspendue sur chaque citoyen pour nous faire marcher, mais dans des situations qui demandent des mobilisations, où on voyait quand même de fortes mobilisations. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a un décalage entre la perception de ce que l'État attend des citoyens et ce que véritablement les citoyens font et attendent de l'État. Donc ce décalage doit être comblé. Donc décalage de perception, et je pense qu'on doit pouvoir mettre en place ce mécanisme qui permette de mettre le pays au travail véritablement en mobilisant fortement. Donc cette capacité de mobilisation, l'État doit pouvoir la reprendre entièrement à son compte. Alors mettre les Béninois au travail, vous qui avez été formé en Chine, et donc vous avez eu le temps de voir un peu comment le développement, ou plutôt vous avez même vécu ce développement-là quand vous étiez en Chine, quelles sont les pistes que le Bénin pourrait suivre pour contextualiser cet effort-là fait par la Chine, ou plutôt les éléments sur lesquels la Chine s'est basée pour se développer? Quelles sont les pistes que le Bénin pourrait suivre aujourd'hui? Oui, le fait de remarquer que j'ai fait mes études en Chine, je commence par là, par exemple, la mise à disposition, la mise à contribution de la diaspora dans son ensemble. Ne serait-ce que ce cas, nous qui avons fait nos études en Chine, c'est vrai, nous sommes dans des secteurs d'activité divers, où chacun fait comme il le peut, mais déjà à ce niveau, on ne remarque pas une politique une mesure qui soit destinée à véritablement mettre à contribution ces ressources qui ont été formées en Chine et leur impact, leur présence, leur rôle dans la coopération de la Chine avec le Bénin manque réellement. Et je ne peux pas dire que c'est du fait de ne pas le vouloir, ce n'est pas du fait de ces ressources humaines formées en Chine que nous en sommes là. Donc il y a plein de choses que ces personnes peuvent faire dans le cadre de la coopération, que ce soit dans le cadre agricole, dans le cadre de l'industrie, dans le cadre même de la réforme qu'il faut apporter en nous inspirant un peu du cadre de la Chine. Donc beaucoup de choses qui peuvent être apportées par ces ressources qui sont disponibles, n'est-ce pas? Et je pense que ce que la Chine a fait, qui est fondamental, c'est d'avoir fait usage à bon escient de ces ressources qui existaient. Oui. Deuxièmement, la Chine a cette particularité, en quelque sorte, de sacraliser l'éducation, scientifique et technologique. Oui. Et je pense que cela a aidé beaucoup dans sa capacité à transformer, n'est-ce pas, de façon substantielle ce qu'elle produit, et non seulement se confiner dans un rôle de consommateur éternel. Et troisièmement, ce comptant sur soi a progressivement permis à la Chine de se soustraire, parce qu'au début, c'est vrai, il y avait, disons, l'aide soviétique, mais cette aide n'a pas duré 10 ans. Donc en 1960, disons, c'est vrai, du fait des différences idéologiques également, mais cela a permis à la Chine de se soustraire un peu du tutelage soviétique et donc de réclamer totalement son autonomie et sa souveraineté sur la conception de ses politiques publiques et son implémentation, ce que le Bénin pouvait faire déjà autour des années 1970. Mais nous sommes en 2019 et nous ne sommes pas encore, le compte n'est pas encore bon à ce niveau. C'est-à-dire la prise en charge, regardez notre budget, le budget national est toujours déficitaire. Il y a un peu comme un déterminisme que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, nous autosuffire, et donc qu'il faille forcément avoir un regard orienté vers l'extérieur. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié la formule du chef d'État, je crois que c'était en Norvège, consistant
à ne pas vouloir solliciter de l'aide, mais à solliciter, n'est-ce pas, la coopération, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, nous avons des projets, vous venez investir. Donc, mais avant ça, il faut avoir mis en place le mécanisme, les instruments qu'il faut pour pouvoir véritablement attirer l'investissement extérieur. Mais de ce point de vue, je suis un peu sur ma faim. C'est vrai, des efforts sont faits, mais je suis un peu sur ma faim. Ce ne sont pas les formules magiques qui attirent l'investissement extérieur. Je pense que, ne serait-ce que la disponibilité de l'énergie, oui, les efforts sont faits, mais je pense que nous ne sommes pas encore loin du compte. On est contre la disponibilité de l'énergie, les infrastructures de base. Je crois que l'État a un minimum à faire. Ensuite, lorsque nous regardons un peu le contenu du code d'investissement, mais il ne faut pas que nous oublions que nous sommes dans un contexte de compétition, non seulement au niveau de la sous-région, mais également au niveau, disons, du monde entier. Le village planétaire fait que l'investisseur va se demander pourquoi venir au Bénin plutôt que de ne pas aller dans un autre pays. Déjà, dans la sous-région, nous ne sommes pas suffisamment compétitifs. Donc, je pense que la réflexion doit être plus approfondie que ça. Il ne faut pas que nous ayons un regard introspectif qui nous amène à dire, voilà, pour le peu que nous faisons, c'est déjà beaucoup pour l'investisseur. Non, je crois que nous sommes encore très loin du compte et il faut que nous en soyons conscients. Il faut que nous en soyons conscients, nous sommes encore très loin du compte. Merci, M. Guillaume Moumouni, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes enseignant à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi et que vous êtes également le président de l'association des Béninois formés en Chine. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. C'est moi qui vous remercie, M. Balogun. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche 20 janvier 2019. L'émission est à suivre sur BB24 à 11h, mais également sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Thank you.